Bonjour à toutes et à tous. Merci à celles et ceux qui ont choisi le canal 1 pour nous retrouver pour cet échange sur les entreprises engagées. J'ai le plaisir d'accueillir Dominique Bunier, qui est directrice des opérations chez Octo et récemment également nommée directrice du développement durable. On aura l'occasion d'en reparler parce que c'est important pour la transformation de l'entreprise. Bonjour Vivien. Et également Laetitia Boucher, donc, qui est responsable de développement durable chez Interface depuis 1 an maintenant, mais chez Interface depuis 11 ans. Donc elle connaît très très bien la maison également. Bienvenue Laetitia. Bonjour et merci. Donc on est réunis pendant 7 heures pour parler des entreprises engagées et on a voulu titiller un petit peu plus la chose en parlant des entreprises engagées comme des entreprises un peu rôle modèle. Donc c'est vraiment les deux dimensions qu'on va aborder pendant cet échange. Entreprises engagées, c'est-à-dire des entreprises qui travaillent sur l'interne, qui changent beaucoup les lignes, qui transforment l'organisation en profondeur, leur offre, la manière de travailler, la manière de produire. Et également des entreprises rôle modèle, c'est-à-dire que ce sont des entreprises qui vont vers l'extérieur, qui amènent avec elles des fournisseurs, des clients, mais potentiellement aussi des concurrents. Vous verrez un petit peu quelques exemples, notamment avec Laetitia. Et surtout, cette idée, il y a un point d'interrogation, mais vous comprendrez assez rapidement dans nos échanges que ce point d'interrogation, c'est presque un point d'exclamation qu'on aurait pu mettre à la place. Je me suis pas présenté, avant de passer aux questions. Vivien Pertuso, je suis fondateur et animateur d'une newsletter qui s'appelle La Machine à Sens, justement qui traite des questions d'entreprises engagées, et je suis ravi d'animer cet échange. Alors peut-être pour commencer une question pour vous deux. On parle beaucoup de cette notion, on va beaucoup parler pendant cet échange d'environnement, de climat, parce que alors il y a quelques plantes au milieu de, c'est pas volontaire, hein, mais il y a quelques plantes au milieu de cette table qui donne cette connotation un peu verte à cette table ronde aussi. On parle beaucoup de cette question de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les entreprises. Comment vous, dans vos entreprises, vous faites la chasse au carbone? Peut-être Dominique pour commencer? Alors nous, on en est au tout début de notre chasse au carbone. On est modeste pour l'instant parce que notre prise de conscience de l'impact de notre activité sur l'écosystème et entre autres sur les émissions de gaz à effet de serre, c'est quelque chose qui date d'il y a 2 ans. Et donc on a décidé il y a 2 ans de lancer notre bilan carbone. On l'a fait de manière très honnête, très exhaustive, parce qu'on a voulu aller sur tout de suite les 3 scopes du bilan carbone et d'aller regarder dans tous les recoins de notre chaîne de valeur. Et on a fait cet exercice-là très intéressant, complexe mais intéressant. Et quand on a vu les résultats, on s'est pris une claque. On s'est pris une claque parce qu'on s'est dit qu'on avait tous envie de se mettre dans la trajectoire des accords de Paris. Donc au début, sur un coin de table, on a commencé à imaginer quelques scénarios et on se disait lequel on va choisir. Et en creusant un petit peu plus, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun scénario à choisir et qu'en fait, il fallait qu'on les fasse tous ensemble. Et encore, en les faisant tous ensemble, ça allait être compliqué. Et donc c'est là qu'on a vraiment pris cette claque au départ on avait déjà lancé quelques initiatives sur les 2 dernières années et quand on a mesuré l'impact de nos premières initiatives, on était juste à 2% de réduction. Donc vraiment rien du tout par rapport au chemin à parcourir. Aujourd'hui, maintenant, on sait qu'on doit réduire, on sait les postes sur lesquels on doit réduire. La direction d'Octo s'est engagée dans cette trajectoire-là et on est en train de co-construire, donc tout avec les collaborateurs, collaboratrices, cette trajectoire, cette roadmap. C'est le début de la chasse. On y reviendra, ouais. On y reviendra un peu plus tard. Laetitia, alors là chez Interface, c'est beaucoup plus ancien. Hein. La chasse est bien engagée, oui. En fait, on a commencé en 94 avec la prise de conscience de notre fondateur, Ray Anderson, qui s'est aperçu qu'il avait une industrie qui était extrêmement polluante puisqu'on est dépendant du pétrole, et donc extrêmement émissif. On fabrique de la dalle de moquette à partir de polymères. Et du coup, il a pris conscience suite à une question d'un autre client, à savoir ce qu'on faisait pour l'environnement. À l'époque, on ne savait pas quoi répondre. Et très rapidement, il a décidé de passer d'un modèle linéaire à un modèle circulaire,
pour justement essayer d'avoir le moins d'impact possible. Au début, on s'était adossé à nos mesures, s'était adossé à une quantité d'énergie, et puis très rapidement, en 96, on a commencé à mesurer nos émissions de gaz à effet de serre, donc le CO2 qu'on émettait. Et du coup, on s'est d'abord concentré sur ce qu'on maîtrisait, c'est-à-dire notre entreprise, nos usines, comment réduire notre impact. On a travaillé à la fois sur la sortie des énergies fossiles, sur la sortie des matières premières d'origine fossile aussi, également. Ensuite, on a travaillé à éliminer toute déperdition sur notre chaîne de fabrication. Puis on a élargi le scope, c'est-à-dire qu'on a pratiqué ce qu'on appelle une ACV, une analyse de cycle de vie du produit, pour savoir où étaient les impacts et où on devait travailler. Et on s'est aperçu que le plus impactant, c'était forcément l'extraction de matières premières, puisque c'était issu du pétrole. Donc on a commencé à sensibiliser nos parties prenantes et nos fournisseurs en leur demandant de trouver des solutions, et notamment des produits recyclés. À l'époque, Ray Anderson, on l'a pris pour un fou, le fondateur. On a eu très peu de monde qui nous a suivis, mais il y a quand même une personne qui nous a trouvé une solution et qui est arrivée sur le marché quelques années plus tard avec une fibre recyclée. Je vais essayer de faire court parce que ça fait quand même 26 ans d'histoire, mais en gros, depuis 96, on a réussi à réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 96% sur nos 6 sites de fabrication qui sont répartis dans le monde entier. L'impact de nos produits a été réduit de 76%, cradle to get, donc de l'extraction de matières premières jusqu'à la porte de l'usine. Le reste, on compense aujourd'hui, 100% sur l'ensemble du cycle de vie de produits. Et puis très récemment, on s'est lancé dans une nouvelle mission, puisque la première, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais ça s'appelait Mission Zéro, donc avoir zéro impact sur l'environnement d'ici 2020. Et en 2016, on savait qu'on allait y arriver. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait derrière? Et on a lancé Climate Tech Back, dont le but est d'inverser le réchauffement climatique, en tout cas d'y participer, et notamment de s'intéresser au carbone. Et le carbone, on veut le considérer comme une ressource. Donc on est en train de travailler sur des produits qui ont des impacts, qui vont avoir des impacts carbone négatifs de l'extraction de matières premières à la porte de l'usine. Donc on voit que vraiment le carbone, c'est vraiment au cœur de nos préoccupations, et ça permet aussi, je vous disais, on a d'abord travaillé sur l'amont, et là on est en train de travailler sur l'aval avec nos clients pour leur permettre de réduire leur scope 3. Et pour la petite histoire, notre scope 1 et 2 représentent aujourd'hui 2,4% de nos émissions totales. D'accord. Alors, il y a quelque chose qui est assez intéressant avec Interface, c'est 26 ans d'histoire à faire de la chasse au carbone, en tout cas d'être beaucoup plus responsable vis-à-vis de l'environnement. Peut-être pour celles et ceux qui nous regardent, peut-être la question, alors c'était il y a très longtemps, effectivement, cette notion de il a été pris pour un fou à l'époque, mais justement comment on passe de être un fou à pérenniser cette action dans le temps, parce que c'est quand même 26 ans, on aurait pu se dire qu'il y a des moments, c'est trop difficile, c'est trop coûteux, il n'y a pas de retour sur investissement. Comment cette pérennisation s'est faite au sein d'Interface? Déjà, Ray Anderson, je pense que c'était quelqu'un d'extrêmement visionnaire. C'était un leader. Il a su embarquer beaucoup de gens, à savoir qu'on était déjà à l'époque coté en bourse. Donc, du coup, il a aussi annoncé publiquement, il a eu le courage de le faire. Donc, je pense que ça a entraîné en tout cas tous les salariés et le board, le COMEX qui était là à le faire. Et très, très rapidement, en fait, au bout de 2 ans, les 2 premières années, ils ont fait ce qu'ils appelaient War on Waste. Donc, essayer de trouver toute manière d'éliminer toute déperdition. C'était pas que des déchets, c'était aussi comment retravailler nos produits, les repenser pour utiliser moins de matières premières, comment au niveau logistique émettre moins de CO2 parce qu'on va optimiser nos transports. Enfin, voilà, on pense vraiment à l'ensemble de la chaîne de valeur, et du coup très rapidement, au bout de 2 ans, il est arrivé en montrant qu'il avait fait des économies aussi au niveau des énergies, puisqu'on a choisi par exemple des machines qui vont être moins des énergivores. Enfin voilà, c'est vraiment un travail sur l'ensemble. Et très rapidement, il a montré qu'on faisait des économies. Et ensuite, on s'est aperçu qu'à chaque fois, l'entreprise, quand il y a eu des crises économiques, on était très résilient par rapport au reste des entreprises. On perdait beaucoup moins de profit, ou oui, on va dire ça comme ça, ou de chiffre d'affaires par rapport aux autres. Donc, je pense que ça a aidé.
Et ensuite, ça a été surtout en interne pour engager les parties prenantes. Il y a eu beaucoup de formations, de sensibilisation, d'explication de ce qu'ils voulaient faire. Je pense qu'on est doué d'intelligence, donc on est capable de comprendre les enjeux si on nous les explique correctement et la stratégie si elle est clairement définie, et c'était son cas. Et toujours aujourd'hui, on forme énormément. Moi, je forme de la personne qui est à l'accueil jusqu'au DG de la business unit, et je les forme extrêmement régulièrement pour leur expliquer les enjeux climatiques, qu'est-ce qu'on est en train de faire, pourquoi, etc. D'accord. Alors c'est intéressant, cette notion de formation reviendra un peu plus tard au sein d'Octo. Dominique, une question, c'est le numérique et le climat, on en parle beaucoup aujourd'hui. C'est un sujet qui devient vraiment prépondérant. On se rend compte que finalement le numérique, c'est pas parce que c'est pas comme le manufacturing, c'est pas quelque chose de tangible. On se dit non, ça n'a aucun impact. En réalité, ça en a. Et c'est quelque chose. Il y a un sondage récent de Harris Interactive qui montrait que les Français étaient de plus en plus préoccupés aussi par l'impact potentiellement négatif du numérique sur le climat. Comment s'est fait, alors tu en as un petit peu parlé déjà, mais comment s'est fait la prise de conscience par rapport à ces enjeux-là en fait, le numérique, c'est pas si climato-compatible que ça si on ne fait rien? Alors la prise de conscience chez nous, elle s'est faite progressivement et je pense qu'il y a 3 grands temps. Le premier grand temps, c'est il y a 2-3 ans. Donc on a eu la chance d'avoir une équipe d'experts, de personnes très engagées et très affûtées sur le sujet, qui se sont reconnus au sein de la boîte et qui ont créé une équipe. Chez nous, on appelle ça une tribu. Donc ils ont créé leur tribu sur ce sujet-là du numérique responsable. Et comme on est une entreprise avec une culture du partage, de l'autonomie, ça a diffusé. Par exemple, on a 2 communautés dans des mailing lists. On a une communauté sur le green et une communauté sur l'effondrement. Donc cette tribu a beaucoup essaimé. Donc ça, c'est le premier temps, je dirais, de prise de conscience. Le deuxième temps, c'est quand on s'est lancé, ce que je disais tout à l'heure, dans l'aventure Bicorp. Donc ça, on s'est lancé là-dedans il y a 2 ans. Une des premières choses, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on mesurait rien du tout. Et là, on se dit, une façon de mesurer au moins nos émissions de gaz à effet de serre, c'est de se lancer dans le carbone, dans le bilan carbone. Quand on a fait notre bilan carbone, on s'est rendu compte, en creusant le scope 3, que 50% de nos émissions de gaz à effet de serre concernent ce que l'on fait avec et pour nos clients, c'est-à-dire le développement des services numériques. Et donc là, ça a vraiment été la grande prise de conscience que le numérique, c'est notre métier, c'est notre cœur d'activité. Et en plus, voilà, il avait une empreinte environnementale qui était super forte. Et maintenant, donc avec ce bilan carbone, on a beaucoup communiqué en interne, on l'a présenté à beaucoup d'équipes. Et là, depuis maintenant le début de cette année, dans notre parcours d'intégration, donc quand les nouveaux arrivent, eh bien, on leur propose, je dirais même on leur impose, de participer à l'atelier Fresque du climat. Parce que nous, c'est important de leur donner les clés pour comprendre les sous-jacents de la crise climatique. Donc on fait ça. On parle beaucoup de la fresque du climat, c'est quelque chose qui est très dans l'air du temps. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la fresque du climat et l'impact même peut-être sur toi d'ailleurs Alors la fresque du climat, ça fait partie de ces Serious Games. Ça a été inventé par quelqu'un qui était professeur et qui voulait faire comprendre à ses étudiants tous les mécanismes autour du climat. Et donc c'est une fresque où on va utiliser des cartes et on va les positionner des causes aux conséquences. Et donc on balaye tout le sujet des règlements climatiques, c'est-à-dire des causes, l'activité humaine, l'accroissement de l'activité humaine, jusqu'à des conséquences, avec des conséquences dramatiques sur la santé, le déplacement des populations, l'appauvrissement des ressources et ce genre de choses. Et ça a été, à titre perso, ça a été un moment fondateur de la prise de conscience. Donc à partir du moment où, alors moi j'ai fait la fresque du climat, ça m'a poussée à être beaucoup plus curieuse et à aller creuser et comprendre.
Voilà. Alors, suite au bilan carbone, parce qu'en fait, c'est bien de faire un bilan carbone, ça permet de mesurer. Après, potentiellement, il faut passer à l'action. Donc, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples déjà de ce qui a pu être fait au sein d'Octo suite à ce bilan carbone, cette prise de conscience, cette claque sur le scope 3 et les activités cœur finalement de l'entreprise? Alors, je dirais que la première action assez concrète, on l'avait démarrée avant le bilan carbone et elle concerne nos terminaux. Parce qu'en fait, dans le numérique responsable, dans le numérique, on sait que l'endroit qui a le plus d'impact négatif sur l'environnement, c'est les terminaux, c'est-à-dire les ordinateurs, les smartphones, les écrans. Et en fait, dans les terminaux, ce qui concentre le plus d'impact, 3/4 des impacts, c'est la fabrication. Parce qu'on va utiliser de l'énergie pour les fabriquer, on va utiliser beaucoup d'eau, on va utiliser beaucoup de minerais. Et donc, c'est vraiment la partie pollueur, je dirais, la plus pollueur possible du numérique responsable. Et donc, quand on a pris conscience de ça, on a décidé d'appliquer les recommandations du Shift Project et on a passé la durée d'utilisation de nos ordinateurs à minimum à 5 ans. Et des smartphones à 3 ans et demi. Et déjà ça nous fait gagner en gaz à effet de serre. Donc ça, je dirais que c'est le premier exemple, donc qui est allonger la durée de vie de nos équipements. Ça, c'est fondamental. Le deuxième chose, et c'est toujours en lien avec le numérique responsable et cette prise de conscience que notre impact, il est super fort dans notre cœur de métier, c'est-à-dire la réalisation des services numériques. En fait, maintenant, ce que l'on souhaite faire, c'est développer l'intégralité des services numériques pour nos clients en mode éco-conception. Et pour rester dans la trajectoire des accords de Paris, il faut que d'ici 2030, l'intégralité de nos développements soit fait en mode éco-conception. Et là, ça pose la question des compétences. Donc là, on a lancé un grand programme de formation sur tous les aspects du numérique. Donc, que ce soit pour les développeurs, donc ça, c'est la partie un peu évidente, mais aussi pour les product owners qui vont réfléchir aux fonctionnalités du produit, pour les UX, pour les architectes, pour les ops. Et donc ça, c'est très concret, donc on le fait pour nous. Donc toute notre DSI interne a suivi ces formations, on a des clients qui commencent également, et puis avec les clients, comme je le disais, petit à petit, on essaye de les convaincre de passer à du développement en mode éco-conception. Mais c'est comme nous, notre prise de conscience, elle est récente, et chez nos clients, c'est assez récent aussi globalement, concernant le numérique. D'accord. J'ai l'impression, Laetitia, que tu voulais réagir. Oui, du coup, je suis passée à une autre pensée. Si, j'étais en train de me dire qu'effectivement, l'impact du numérique a dépassé aujourd'hui l'impact des émissions de gaz à effet de serre de l'aérien mondial, ce qui n'est pas négligeable. Et là, avec la période qu'on est en train de vivre, on est en tout numérique. Et malheureusement, je pense qu'on va avoir un impact encore pire. C'est-à-dire que on fait des visios, on coupe pas notre vidéo parce que c'est vrai que c'est sympa de voir les collègues, mais en fait, le flux est énorme et du coup très émetteur, etc. Donc c'est vrai qu'on n'a pas idée de ça. Et ce qui est très drôle, c'est que comme quoi la vie fait étrange, c'est que j'ai travaillé justement chez Interface à réduire nos émissions de gaz à effet de serre sur les impacts des emails. Donc voilà, en interne. Donc c'est assez drôle et la prise de conscience, j'ai dû faire ça il y a 4-5 ans et on a changé complètement notre système de messagerie pour passer sur un système de messagerie qui était en l'occurrence Microsoft, qui est quand même assez engagé sur ces questions-là. Ils ont, je crois, annoncé il n'y a pas très longtemps qu'ils voulaient être négatifs en carbone d'ici 2030. Alors, j'en profite parce que je l'ai pas dit précédemment. Vous pouvez bien évidemment poser vos questions en direct pendant le chat et ensuite on y répondra à la fin ou pas. Parfois, on prendra les questions en direct et je saisis ce moment parce qu'on en parle justement. Il y a une question qui concerne cette notion de flex office ou télétravail, surtout le télétravail. Est-il un pas vers la réduction du bilan carbone d'une entreprise ? Vaste sujet. Ouais, vaste sujet. J'ai lu plusieurs articles et je crois qu'aujourd'hui on ne sait pas. Ouais, je crois on ne sait pas parce que il y a clairement un impact sur le nombre de mètres carrés.
Et par exemple, nous, dans notre bilan carbone, on a 9% de notre bilan carbone qui est lié du coup à nos locaux. Et on sait qu'avec le télétravail, on va pouvoir accompagner la croissance de l'entreprise plus longtemps sans changer de locaux. Donc là, le télétravail a un aspect un peu plus positif. On sait également, j'ai lu un article vachement intéressant là-dessus, c'est que, qui pose la question, on télétravaille de chez soi, donc on fait moins de transport quotidien, a priori moins de transport quotidien, mais comme on a été longtemps chez soi, le week-end, on a envie de se changer les idées. Et donc probablement, sur le transport, le week-end, on va être beaucoup plus impactant. Et là, clairement, il n'y a pas de recul, encore. Gros point d'interrogation. Oui, puis, ne serait-ce que là, on voit sur la route, je pense que les gens ont très très peur de prendre les transports en commun, notamment. Donc, je trouve que le trafic, il est 2 fois pire qu'avant. Donc, là, en termes d'impact, ça va pas être terrible non plus. Mais alors Laetitia, une question par rapport à l'innovation, parce que tout à l'heure on sentait déjà ce sujet-là. L'innovation chez Interface, c'est quelque chose de vraiment très très important, justement dans cette logique de prise en considération des enjeux climatiques et environnementaux. Est-ce que tu peux nous, peut-être pour montrer vraiment l'ampleur du phénomène chez Interface, prendre 1 ou 2 projets phares alors, de ces 25 dernières années, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de recul. Ouais. C'est vrai que Mission Zéro et maintenant Climate Tech Back ont conditionné toute l'innovation. En fait, la réussite, ça a vraiment conditionné ça. Donc, il y en a eu énormément avec des succès et des échecs, mais qui nous ont appris aussi plein de choses. Je pense qu'on a, en tout cas, on a été innovant sur notre système de, on va dire, on a travaillé notamment sur récupérer des filets de pêche dans des pays en voie de développement, comme les Philippines. Au tout départ, on a lancé ce programme avec à la fois une ONG, notre fournisseur de fibres qui s'appelle Aquafil, et donc Interface. Et en fait, ce qui était innovant, c'était justement ces partenariats qui étaient assez inattendus. Aussi le fait que on a réussi à développer une économie inclusive, c'est-à-dire qu'on a fait travailler les pêcheurs des communautés locales. Ça leur a permis d'avoir accès à de la finance, à avoir un complément de revenu par rapport à la pêche. En fait, ils récupèrent les filets de pêche que nous, on arrive à retransformer en fibres derrière, utiles pour nos moquettes, entre autres. Et du coup, ça a été vraiment un modèle d'économie circulaire, de dépollution aussi, parce qu'en fait, tous ces filets de pêche étaient laissés à l'abandon à la fois dans les océans, donc pêche sauvage, etc., voilà, et aussi pollution, et aussi sur les plages. Donc ils ont commencé à récupérer ces filets de pêche, et du coup, ça a permis quand même à peu près 60 000 personnes dans les environs à avoir accès à un environnement quand même plus sain. Donc je crois que c'est un bel exemple. Le projet s'appelle Networks. Il a un site internet dédié. On est à l'origine du projet, mais aujourd'hui c'est vraiment l'ONG qui s'en charge parce qu'on était incapable de faire tout le montage financier, etc. Mais toujours est-il qu'il continue à se développer. Ça a commencé aux Philippines. Aujourd'hui, on travaille au Cameroun, en Indonésie. Donc il fait des petits. Donc ça, c'est la partie intéressante. Il y en a plein d'autres. On a travaillé aussi énormément sur les déchets industriels. On en avait parlé justement avant des déchets d'autres industries qui nous servent pour nos produits. Et là, je pense que la plus grosse innovation de ce mois-ci, c'est en fait on a réussi à intégrer des matériaux biosourcés dans nos sous-couches, ce qui nous permet à la fois d'avoir des produits qui sont 100% recyclables, chose qu'on essayait de faire depuis 26 ans et qu'on n'arrivait pas à faire. Donc c'est assez drôle, alors qu'on visait autre chose. Pour le coup, on visait être neutre, négatif même en carbone. Donc on a réussi à faire ça et en même temps à faire en sorte d'être quasiment plus dépendant de matériaux d'origine pétrochimique, puisque en moyenne on a 7% de matériaux qui restent d'extraction pétrolifère, mais sinon tout le reste, donc les 93% qui restent, c'est du recyclé ou du biosourcé. Voilà. Ce qui est intéressant dans les 2 exemples là, que tu viens de mentionner, c'est qu'on est vraiment sur l'association avec des parties prenantes externes, et pas les plus évidentes en plus. C'est pas les fournisseurs historiques, c'est aller chercher des pêcheurs aux Philippines, c'est aller dans d'autres industries que celle dans laquelle Interface se trouve. Donc c'est quand même vraiment cette logique de sortir de l'entreprise. Alors avant justement qu'on sorte de l'entreprise pour la deuxième partie, peut-être une dernière question pour toi Laetitia sur l'interne. Comment s'est structurée justement cette
ce développement de l'innovation en interne? Parce dans le discours ambiant, il y a cette notion de réduire les émissions de gaz à effet de serre. En fait, c'est une sorte de déclinisme de l'innovation, etc. Alors que c'est pas du tout le cas chez Interface. Donc comment s'est fait cette montée en puissance de l'innovation chez vous? En fait, au tout début, donc quand Ray Anderson a décidé d'avoir aucun impact sur l'environnement, il savait vraiment pas comment s'y prendre. Donc il a fait appel à ce qu'il a appelé son Eco Dream Team. Donc il y avait des scientifiques, il y avait des activistes, des écologistes, des environnementalistes, vraiment un peu foison de personnes qui en tout cas s'intéressaient au sujet. Et on a travaillé notamment avec Paul Oken, qui avait inspiré Ray Anderson avec justement son livre The Ecology of Commerce. Et on a aussi travaillé beaucoup, et on travaille toujours avec les deux d'ailleurs, le docteur Janine Benius, qui est spécialisé sur le biomimétisme. Et en fait, donc le biomimétisme, c'est l'imitation du vivant. Et du coup, c'est aussi ça qui nous a amené énormément d'innovation. Et au fur et à mesure, on a commencé à constituer une équipe de sachants. Aujourd'hui, par exemple, on a des ingénieurs en bioplastique, mais on a aussi des spécialistes de la fin de vie de nos produits, on a des spécialistes sur les questions de fibres, etc. Enfin voilà. Et puis bien sûr sur notre chaîne de valeur, sur des technologies. Là par exemple, on a une nouvelle machine qui nous permet d'utiliser moins de fibres, donc moins d'impact. Donc c'est vraiment un travail. En fait, on l'appelle la Co-Innovation Team, à savoir que le développement durable. Donc nous, on fait partie de cette Co-Innovation Team. Voilà. Donc mais il y a énormément de monde à travers le monde. D'accord. Donc, ce qui est vraiment intéressant dans vos deux témoignages, c'est vraiment cette notion que c'est pas un projet qui est à côté. C'est vraiment quelque chose qui est au cœur de l'entreprise. Peut-être juste avant de passer à la dernière chose, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est important. Donc maintenant, tu es directrice des opérations et directrice du développement durable. Pourquoi justement, je ne veux pas dire la fusion des deux, parce que c'est pas le même poste, mais en tout cas, pourquoi une personne pour incarner ces deux postes? Je pense que c'est la volonté de prendre ça au sérieux. C'est-à-dire que c'est la volonté de mettre ces transformations au cœur de notre mission. Et d'ailleurs, on a quasiment terminé de formaliser notre raison d'être. Si je prends le prisme de la loi Pacte, qui permet du coup maintenant aux entreprises de formaliser cette fameuse raison d'être, et elle sera autour du numérique responsable. Et donc, ça veut dire qu'on va changer en profondeur comment on fait les choses et ce qu'on fait. Donc voilà. Donc c'était important. Que ce soit, je crois, cristallisé de cette manière-là. D'accord. Bon, on n'aura pas le scoop de la raison d'être aujourd'hui, mais non. Ça va arriver. Une autre fois. Une autre fois. Alors, pour passer à cette notion, justement, on va sortir de l'entreprise pour aller voir un petit peu comment Octo et Interface essaient d'embarquer leur écosystème, les clients, les fournisseurs, potentiellement aussi quelques concurrents, les initiatives auxquelles vous êtes associés aussi. Donc, Peut-être, tu en as déjà un petit peu parlé, Laetitia, mais pourquoi est-ce aussi important d'associer l'écosystème, à commencer par les fournisseurs historiques ou nouveaux fournisseurs, mais également des clients, voire des concurrents, parce que je sais que c'est quelque chose sur lequel Interface a beaucoup travaillé. En fait, seul, on peut pas y arriver. Donc, c'est surtout ça, c'est que on dit l'union fait la force, et c'est vrai. Donc, en l'occurrence, de toute manière, on a commencé par mobiliser effectivement les parties prenantes internes, parce que c'est là où on avait le plus d'influence pour réduire nos émissions. Ensuite, on a travaillé avec nos fournisseurs, on travaille toujours avec eux. Aujourd'hui, on essaye de les aider à réduire leurs impacts, c'est-à-dire que comme on a une expertise, nous, sur notre ACV, du coup, on les aide avec cet outil-là. On travaille avec 6 de nos plus gros fournisseurs pour qu'ils réduisent leur impact carbone. Et ensuite, il y en a 9 autres, donc c'est une quinzaine de fournisseurs au total, avec lesquels on leur fournit des outils via Manufacture 2030, qui est un organisme qui permet d'aider justement à baisser son empreinte carbone. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai travail là-dessus. Après, on l'a évoqué également, c'est qu'on a toujours cherché à trouver des solutions. En fait, on ne voulait pas être circulaire uniquement sur notre chaîne de valeur, mais aussi être circulaire avec d'autres. Donc, essayer de récupérer des déchets d'autres industries, comme on l'a dit, voire de travailler avec des matériaux auxquels même le fabricant n'avait jamais pensé. Enfin là, ça nous est arrivé récemment. Je ne peux pas dévoiler malheureusement parce que c'est une recette qui est encore secrète, mais toujours est-il que notre fournisseur ne pensait pas qu'on pourrait avoir cette
utilité-là, et il se trouve qu'on a trouvé des solutions ensemble. Donc c'est vrai que c'est la partie intéressante. Et ensuite, on embarque aussi des ONG, mais aussi des universités, parce qu'il faut savoir qu'Interface est devenu un business case au niveau mondial. Donc on intervient dans le monde entier, mes homologues aussi, dans les plus grandes écoles. Et c'est aussi une manière de sensibiliser, d'embarquer les gens, de dire que c'est possible, de donner de l'espoir. Et enfin, nos clients. C'est pas toujours évident parce qu'il y a toujours la question du prix qui prime pour le moment, malheureusement, mais on sent là depuis 2-3 ans qu'il y a quand même une prise de conscience, une volonté de changement, même si elle n'est pas encore là, notamment sur toute la partie réemploi. Il y a une bonne volonté de dire je voudrais qu'on réemploie ma moquette, mais par contre ailleurs. Donc, voilà. Donc ça c'est toutes les problématiques, mais je pense que ça va venir. Et puis en même temps, c'est aussi mon travail. On essaye de pousser pour que les lois aillent dans le bon sens de l'histoire, pour pousser justement à ce réemploi, pour ce qui va permettre de réduire l'impact pas que de nous, mais du secteur en intégralité. Et enfin, effectivement, le fait qu'on ait toutes ces innovations, ces avancées, en fait, ça a embarqué tout le marché, c'est-à-dire nos confrères, puisqu'ils ont eu accès très rapidement à de la fibre recyclée, au fait que nous, on a commencé à déclarer environnementalement nos produits. Ça s'appelle des EPD, c'est des fiches techniques qui décrivent ce qu'il y a dans le produit, comment il a été fabriqué, l'eau, etc., etc. Et du coup, forcément, vu que nous, on commence à arriver avec ça, les autres se sont munis aussi de ça. Donc, c'est très intéressant parce que notre volonté, en fait, et c'était un peu un des fronts qu'avait déterminé Interface et son Eco Dream Team, c'était de commercer autrement et d'embarquer le reste. Et on voit que ça a pas mal fonctionné. D'accord, donc là on voit quelque chose de très structuré, très global. J'imagine que chez Octo c'est pas encore aussi structuré et global, mais est-ce que tu peux déjà nous partager, t'en parlais tout à l'heure sur les clients, sensibiliser les clients. Alors je sais pas comment ça se passe au niveau des fournisseurs pour le coup au niveau d'Octo, mais est-ce que déjà il y a des démarches qui sont enclenchées et comment ça se matérialise? Alors, très peu au niveau des fournisseurs pour l'instant. On a à cœur de choisir des fournisseurs qui soient les plus responsables possibles, mais notre façon d'embarquer, on va dire beaucoup plus large que nous et l'écosystème, c'est surtout sur cette partie numérique responsable qui est nettement moins avancée que des sujets beaucoup plus manufacturiers comme les tiens, Laetitia. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que le numérique, aujourd'hui c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre, que ça a une croissance de dingue, que c'est en train de dépasser l'aérien. Si on fait rien d'ici 30 ans, ça fait x3. Et on a cette conscience globale. Aujourd'hui, on ne sait pas encore finement définir, calculer l'impact d'un service numérique. Et donc, il y a un certain nombre de collectifs, il y a un certain nombre de recherches pour arriver du coup à faire émerger des référentiels d'évaluation, des calculettes, parce qu'une fois qu'on saura mesurer finement, on saura sur quoi finement on devra agir. Aujourd'hui, on est encore à des choses, alors certes avérées, mais pas encore d'une granularité suffisante. Et donc, nous, on s'inscrit vraiment dans cette démarche-là de faire avancer cette intelligence collective, cette innovation collective. Donc, on participe par exemple à un collectif qui s'appelle Négaoctet, qui donc du coup travaille à faire émerger ce fameux référentiel sur les services numériques sur la base des méthodos ACV dont a parlé Laetitia tout à l'heure. On travaille aussi à un collectif qui s'appelle Boavizza, qui lui réfléchit à l'impact numérique au niveau des organisations. On est en train de lancer une thèse avec l'INRIA également. Donc on met, je dirais, notre intelligence, notre énergie pour faire en sorte qu'on ait ces outils de mesure. Ça, c'est le premier endroit, je dirais, où on agit. Et l'autre endroit où on agit, c'est être beaucoup plus présent sur le faire savoir. Et donc, être dans des collectifs comme le greenIT.fr où on a un de nos experts qui a travaillé sur le bouquin, là, les 115 gestes d'éco-conception. On est présent aussi à l'INR, au Planète Tech Care, qui est une émanation de Syntec numérique. Donc ça, pour nous, c'est très, très important, sur le numérique responsable, de mettre nos forces avec tout le monde. Voilà, donc ça c'est sur ces collectifs-là, plus centrés sur le numérique. Alors justement, il y a une question qui a été posée et je pense que tu pourras y répondre. Ne faudrait-il pas sensibiliser les acteurs de l'IT sur des méthodes green à utiliser dans les projets, choix de solutions, choix de méthodes de programmation, d'infrastructures, etc., pour réduire la consommation CPU, le stockage, etc. Est-ce que ça peut devenir un indicateur de réussite
dans les projets? Est-ce que ça peut être valorisé vis-à-vis des clients aussi? Et la question est-ce que les méthodes existent, sont-elles établies? Est-ce que c'est quelque chose sur lesquels vous réfléchissez chez Octo? Alors oui, c'est quelque chose sur lequel on réfléchit. C'est-à-dire qu'on est en train de réfléchir avec d'autres aussi à des modèles, à des frameworks qui nous permettent d'objectiver l'impact. C'est pas très élégant de dire ça, mais en fait, c'est vraiment cette idée-là, arriver à mettre des chiffres sur à la fois un impact environnemental et sociétal. On veut faire les deux, mais c'est balbutiant aujourd'hui. Et il y a un vrai enjeu à pouvoir donner des clés quand on lance un projet numérique, pour se dire, est-ce qu'on y va, jusqu'où on y va, sur quelle techno, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Donc juste après, on va avoir un intervenant qui est Philippe Bouillouic, qui est spécialiste des low-tech. Et donc dans le numérique, on a aussi cet enjeu très fort d'utiliser le numérique là où il est vraiment utile et de se reposer la question. Donc en tant que personne ingénieuse, avec du bon sens, de où est-ce qu'on va mettre du numérique et où au contraire on peut s'en passer. Et du coup, le low-tech, c'est malin. Donc il y a un gros champ d'innovation et toutes les énergies sont bonnes à prendre. D'accord. Laetitia, tout à l'heure, tu parlais de l'impact que les actions d'interface avaient pu avoir sur les concurrents, le fait que vous aviez des contacts aussi avec les concurrents. J'ai presque envie de dire, on pourrait avoir une réflexion inverse, de se dire, bah non, on va avoir un aspect différenciant, il faut que ça soit à nous. Pourquoi est-ce que c'est important finalement de ne pas laisser les concurrents sur le côté de la route, si je puis dire, mais en tout cas de les associer quand même aux démarches? Probablement parce que le problème est planétaire. Donc il y a un moment où ça s'appelle la co-opetition d'ailleurs en anglais. C'est un terme qu'ils appellent. Et effectivement, quand on est plusieurs à travailler ensemble sur des problématiques et notamment sur des problématiques de fin de vie, par exemple, vu que c'est là où aujourd'hui on perd la traçabilité de nos produits malheureusement et on récupère très peu de matière. Et on est tous en train d'essayer de travailler en tout cas pour trouver des solutions communes. Donc oui, enfin, je pense que plus on est de matière grise autour de la table, meilleur c'est. Et on voit très bien, notamment avec ce que dit Dominique, c'est que on est toujours en train de tâtonner quand on n'a pas la solution. Et c'est une période qui est assez grisante en fait, parce que c'est vrai qu'on a un peu de pression d'être un peu perdu, etc. Mais en même temps, on est tous dans le même bateau, si je puis dire. Donc, et on sait, enfin nous en tout cas, en 94, je pense qu'ils ont beaucoup tâtonné. Voilà, donc et finalement, il y a des solutions. Je vous ai dit, on a eu des réussites, on a eu des grosses gamelles aussi, mais finalement, c'est possible. Et je pense que c'est vraiment le message qu'il faut retenir, parce que je trouve qu'on est souvent négatif sur l'aspect environnemental, mais en fait il faut vraiment se dire qu'il n'est pas trop tard, et deux, on est intelligent à plusieurs, et on va y arriver. En plus aujourd'hui, il y a énormément de gens qui réfléchissent aux problèmes, contrairement en 94, donc on a tout pour y arriver. Alors, pour montrer un petit peu justement, pour sortir du côté négatif et montrer que la dynamique peut aller très loin, ce qui est intéressant, c'est que maintenant Interface va ailleurs aussi, sort de son secteur, de la moquette qui est le secteur historique, pour aller vers le textile. Comment ça s'est fait? Alors, c'est pas nous, c'est notre fournisseur de fibres en fait, qui a effectivement Aquafil a été le tout petit fabricant du nord de l'Italie à écouter Ray Anderson. Il a pensé comme tous les gros faiseurs, je ne les citerai pas, pétrochimiques, qu'il était fou, et ensuite il a dormi dessus et s'est dit bon, je vais peut-être essayer. Voilà. Et puis il a essayé et ça a fonctionné. Pareil, il a tâtonné avec nous, voilà. Et finalement il a réussi à trouver cette solution de transformer des filets de pêche en fibres. Il récupère aussi des plastiques issus de l'industrie du jouet. Donc vous voyez que ça fait boule de neige, en tout cas les techniques. Et du coup, aujourd'hui, il fournit d'une part tous les fabricants de moquettes, mais aussi il est en train de s'ouvrir à l'industrie du textile. Donc quand je parle d'industrie du textile, c'est aux marques qui fabriquent des vêtements et des marques haut de gamme. Je ne vais pas les citer, mais toujours est-il que voilà, on voit que finalement un seul monsieur tout seul, Ray Anderson, avec sa douce folie, a réussi à embarquer tout un secteur, et même en élargissant. Donc c'est ce qui est intéressant. Avant qu'on ne passe aux questions, quelques dernières, aux questions des participants, quelques dernières questions, peut-être une avant-dernière pour toi, Dominique. Octo a récemment été choisi pour rejoindre la convention des entreprises pour le climat. Pourquoi c'était important pour Octo de faire cette démarche-là, et en quoi ça consiste?
Alors c'est important pour Octo de prendre cette démarche, comme le dit Laetitia, parce que ce sujet de la crise environnementale, c'est le sujet de tout le monde. C'est le sujet des citoyens, c'est le sujet aussi des pouvoirs publics, et c'est aussi et surtout le sujet des entreprises. Et chez Octo, on a cette conviction ultra forte que l'entreprise est un levier de changement, et on en parlait. C'est un endroit où on innove, c'est un endroit où on peut faire bouger les choses. Et l'idée de cette convention des entreprises pour le climat, c'est 150 du coup membres de comités de direction d'entreprise qui vont, sur le modèle de la convention citoyenne pour le climat, qui vont se réunir à intervalles réguliers avec des experts pendant 1 an pour réfléchir comment à des roadmaps de transformation du coup de leur métier, roadmap de transformation de l'économie, avec un espoir que les politiques puissent se positionner par rapport à ces feuilles de route générales aux prochaines échéances électorales. Donc pour nous, oui, c'est important parce que ce sujet nous dépasse. Alors, comme je disais, avant d'ouvrir aux participants, une dernière question à toutes les deux. L'USI, c'est les sources d'inspiration aussi. Donc, par rapport à ce sujet dont on parle beaucoup, l'environnement, le climat, est-ce que vous pouvez donner aux participants quelques exemples de sources d'inspiration qui soit vous conduit au quotidien, soit justement été un déclic à un moment donné? Peut-être Laetitia pour commencer. En fait, je ne sais pas ce qui a été mon déclic. Je sais qu'à un moment, je me suis retrouvée au chômage. Je me suis dit que je voulais travailler pour une entreprise qui faisait attention à l'environnement. Je ne sais pas à quel moment. Enfin, j'ai toujours été très passionnée de nature. Je suis une grande voileuse devant l'externel. Donc, et je peux vous dire que le changement climatique, ces 3 dernières années, je le vois vraiment. On a des conditions qui sont beaucoup plus musclées que ce qu'annoncé. Et voilà. Et je me dis que peut-être qu'un jour, ma passion, j'arriverai plus à la pratiquer, justement, parce que les vents seront trop violents. Oui, je ne sais pas ce que ça a été. En tout cas, ce qui est très marrant, c'est que quand Interface est venu me chercher, je me suis dit oui, bon, vendre de la moquette, c'est pas mon rêve. Et puis j'ai appris après toute la dimension environnementale qu'il y avait derrière. Et là, j'ai vraiment voulu ce poste. Après, des grandes inspirations. Je pense que Ray Anderson en est une très grande parce qu'il y a cru et que je vous dis encore une fois, c'était un leader, il savait où est-ce qu'il voulait nous emmener. Après, il y a beaucoup de personnes, en tout cas en France, qui font bouger les choses, notamment le Shift Project avec Monsieur Jean Covici, par exemple, qui est quelqu'un de très intéressant, je trouve, et qui nous apprend énormément justement sur le changement climatique, sur l'énergie, sur plein de choses. Mais voilà, c'est parmi tant d'autres. En ce moment, je suis en train de lire le bouquin de Julien Vidal. Ça commence par moi. Et pareil, j'ai trouvé que c'était très intéressant, même si je connais beaucoup de choses, j'ai quand même appris des choses. Donc la preuve en est, c'est qu'on ne sait pas tout. Donc voilà, je pense qu'il y a énormément de gens qui peuvent être inspirants, en tout cas de par leur vécu, leurs expériences, etc. Dominique? Alors en moment d'inspiration, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Moi, le gros déclic, ça a été la fresque du climat quand j'ai compris le système. Et à partir de ce moment-là, j'ai un peu activé ma curiosité. Donc, en source d'inspiration, pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de faire la fresque du climat, donc c'est un serious game, c'est très très sympa à faire. D'ailleurs, j'en suis devenue animatrice et je prends vraiment beaucoup de plaisir à animer des fresques du climat et avoir aussi la petite lumière ou le petit déclic dans les participants. Donc ça, c'est très 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 réjouissant. Et l'autre moment d'inspiration, parce que quand du coup j'ai eu un peu aussi cette envie d'aligner beaucoup plus ce que je dis le pro et le perso, c'est-à-dire bosser dans quelque chose qui fait du sens, je me suis posé la question du coup de quitter le monde de l'entreprise et d'aller peut-être un petit peu plus vers d'autres collectifs. Et là, c'est à ce moment-là qu'on a pris conscience de Bicorp et je me suis rendu compte avec Bicorp et avec des entreprises comme Patagonia que l'entreprise était un endroit fabuleux pour changer les choses. Et donc, en source d'inspiration, je peux dire, allez voir ce que les gens de la communauté Bicorp font. Parce qu'il y a des entreprises dans tous les secteurs industriels et toutes trouvent les moyens de faire avancer cette cause-là, en tout cas la cause environnementale. Très bien.
Merci à vous deux. Je vous propose qu'on passe aux questions, parce qu'il y en a quelques-unes. Hein. Alors je vais commencer par la première qui t'est destinée, Dominique. Bien souvent, on change de terminal mobile car les apps sont de plus en plus gourmandes ou que la version d'OS ne permet plus le lancement des apps. Est-ce que ce développement en éco-conception chez Octo répond à de telles problématiques ? C'est exactement l'idée. Cette obsolescence programmée des terminaux numériques est une folie dingue. Voilà, il y a des tentatives pour essayer de le mettre dans le nouveau projet de loi pour effectivement faire en sorte qu'on ne soit pas obligé toujours de télécharger des nouvelles versions d'OS. C'est un vrai sujet et c'est vraiment ça le sujet de l'éco-conception, c'est être capable de développer des services numériques qui fonctionnent sur les terminaux qu'on a aujourd'hui, tels qu'ils sont aujourd'hui, qui fonctionnent sur les réseaux qu'on a à notre disposition, qui fonctionnent sur les serveurs qu'on a déjà. C'est-à-dire de ne pas aller à la course à l'échalote pour se dire il faut absolument changer pour pouvoir utiliser ce service-là. C'est au contraire voir la chose différemment, c'est dire sachant ce qu'on a aujourd'hui, quelles sont les fonctionnalités utiles qu'on peut apporter à nos utilisateurs, voilà, avec ce qu'on a. Donc c'est vraiment le cœur de l'éco-conception, oui. Très bien. Alors une question pour toi, Laetitia, question un peu touchy en soi, hein, sur la compensation carbone, sujet hautement polémique parfois. Comment est-ce que vous avez choisi, parce que tu en parlais tout à l'heure, hein, de la compensation carbone, comment est-ce que vous avez choisi vos investissements de compensation carbone chez Interface? Quelle a été la méthodologie? Est-ce qu'il y a des labels? Il y a un suivi? Comment ça se passe? En fait, oui. Alors, en ce moment, effectivement, il y a un vaste débat sur le sujet. Nous, on a été quand même assez précurseurs. En fait, en 2018, on a fait le switch sur tous nos produits. Où on compense ce qu'on ne peut éviter, mais on a d'abord commencé par réduire, je précise, c'est la bonne méthode. Mais on a commencé, je crois, la compensation en 2003 sur certains de nos produits. À l'époque, et toujours aujourd'hui, vous avez un peu tout, un pléthore d'offres et des plus ou moins sérieuses. Et effectivement, c'est plus souvent moins sérieux que plus sérieux. Du coup, nous, on a choisi VCS, qui s'appelle Verified Carbon Standard. Donc, c'est une norme, effectivement, qui est vérifiée par Apex. On achète du crédit carbone, donc on est sûr qu'on a déjà compensé. Et du coup, jusqu'à l'an dernier, on investissait beaucoup dans des programmes d'évitement, c'est-à-dire par exemple de l'éolien, du solaire, etc., dans des contrées où c'était soit du charbon, soit on mettait une centrale plus verte. Mais aussi, on participe à des projets sociaux, c'est-à-dire par exemple, on va aussi participer à la fabrication, je ne sais pas si ça se dit comme ça, de puits d'eau, etc., fournir des gazinières, des cuisinières, excusez-moi, je trouve pas le terme en français, mais qui vont permettre d'éviter que les personnes qui s'en servent s'intoxiquent. Voilà. Et du coup, oui, on travaille avec VCS. Et jusqu'à présent, on faisait ça. On avait très peu de projets de reforestation ou de préservation de la forêt parce que, et notamment la reforestation, c'est un gros sujet, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui plantent et après, on ne sait pas si ça a été évité vraiment, si ça a été compensé vraiment. Est-ce que l'arbre il n'est pas crevé au bout de 3 ans? Enfin voilà, en fait, il y avait très peu jusqu'à présent de sujets sérieux, de projets sérieux. Mais là aujourd'hui, depuis l'an dernier, ça représente 50-50, donc on commence à en trouver quand même qui sont sérieux. Et après, c'est pareil, hein, il faut être sûr que ces crédits carbone, ils ne sont pas vendus plusieurs fois. Parce que ça existe aussi. Donc il faut vraiment s'adosser à quelque chose effectivement qui va être normé, vérifié par une tierce partie et être sûr de ce dans quoi on investit. Pardon. Très bien. Alors, il y a une question, je vais peut-être la reformuler un petit peu, mais que la personne qui l'a posée m'en excuse par avance. Quand vous écoutez toutes les deux, qu'est-ce que ça vous inspire, à la fois l'expérience de 26 ans chez Interface et vis-à-vis d'Octo qui se lance depuis très récemment dans ces démarches-là, et inversement pour Octo d'entendre un témoignage d'une entreprise qui est lancée dans ces démarches depuis autant d'années, plusieurs décennies, limite plus de temps que l'existence d'Octo d'ailleurs. Je trouve ça absolument inspirant et c'est une grande fierté de voir qu'il y a
plein d'entreprises qui se sont lancées là-dessus. Donc c'est une inspiration de malade. Donc merci Laetitia. C'est pas moi, hein, mais je partage juste l'histoire. Non, moi en tout cas, je crois que je l'ai plus ou moins évoqué tout à l'heure. Je suis contente de voir, en fait, c'est de voir qu'on tâtonne, on y va, mais on n'arrête pas. On sent, je sens que parfois, Dominique, t'es désemparée par le fait que il n'y a pas forcément de solution pour le moment, mais en tout cas, ce qui est génial, c'est qu'ils cherchent, qu'ils vont essayer de mobiliser un maximum de gens. Et comme elle le disait, ça fait que 2 ans qu'ils sont dessus, mais en attendant, ils ont déjà beaucoup travaillé dessus, beaucoup réfléchi. Donc c'est déjà la prise de conscience. Je pense que c'est déjà 50% du chemin de fait. Et ensuite, la volonté d'y arriver, c'est ce qui fait tout le reste, je pense. Alors il reste 2 questions. Alors, la première question est un peu longue, mais donc je vais la faire en entier. Je pense que c'est principalement pour toi, Dominique. Donc certains calculs existent, donc j'imagine que c'est sur les émissions de gaz à effet de serre, et sont souvent contre-intuitifs. Par exemple, comment réagir avec un apprentissage d'un algo de machine learning en consommant beaucoup de CO2, mais pour un usage massif qui en fait économiser beaucoup. Probablement qu'il faut fortement mutualiser les modèles. Reconnaître une image, c'est des milliers d'heures de calcul, mais si tout le monde peut ensuite utiliser le même modèle, il n'y a plus besoin de faire de nouveaux apprentissages. Qu'est-ce que tu en penses de cette réflexion ? Que c'est au cœur du tâtonnement dans lequel on est aujourd'hui. Et effectivement, les choses qu'on n'arrive pas encore beaucoup à maîtriser, c'est les fameux effets rebonds dans le domaine climatique. C'est-à-dire qu'on peut prendre une décision à un moment donné qui nous semble être une bonne décision, et puis en fait, derrière, il y a des rebonds totalement catastrophiques parce que ça va permettre d'autres comportements qu'on n'avait pas prévus. Et dans le numérique, on est dans cette phase d'apprentissage. Donc en fait, on a pris conscience qu'il y avait un truc qui se jouait. Et là, maintenant, il faut qu'on arrive à le comprendre intimement pour savoir où est-ce qu'on va positionner notre effort pour pas avoir de fausses bonnes idées, qui sera vraiment le risque. Alors, il nous reste 2 minutes. Alors, la dernière question concerne le télétravail, l'impact réel. Alors on l'a dit tout à l'heure, difficile de le mesurer aujourd'hui. Il y a des études qui vont dans les 2 sens, que ça diminue, et d'autres disent que ça augmente si on prend tel ou tel calcul. Alors peut-être pour terminer, parce que le sujet est quand même sur les entreprises rôle modèle. Est-ce que vous, Octo et Interface, avez l'impression et voulez vous présenter comme des entreprises rôle modèle vis-à-vis de l'extérieur ? Je commence. Oui, c'est important pour nous parce que on l'a dit tout à l'heure, c'est un changement qui est super important. Il faut montrer qu'on y va, et l'idée n'est pas du tout de crier qu'on est les plus forts, parce que non, enfin, on s'est pris une claque, il y a plein de choses qu'on a mal faites, on apprend, on tâtonne, et le sujet du rôle modèle, c'est montrer que c'est possible, et montrer qu'on va y aller graduellement, et montrer qu'il faut se mettre en action. Voilà, c'est vraiment ça. C'est pas l'idée de rôle modèle comme étant l'entreprise qui y est déjà arrivée. Nous, c'est le rôle modèle de l'entreprise qui est en train de trouver son chemin. Et c'est pour ça qu'on communique, on partage nos expériences sur notre blog, parce qu'on veut montrer que c'est un petit pas après un petit pas, mais voilà, il faut faire le premier petit pas. Alors parfait, Laetitia, tu as 25 secondes pour la même question. Ça fait partie de la stratégie d'Interface. Ça s'appelle Lead the Industry Revolution. Donc c'est embarquer tout le monde avec nous pour agir contre le réchauffement climatique. Donc oui. Parfait, c'est très concis, formidable. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci beaucoup à Dominique et à Laetitia. Et puis bonne suite pour l'USI.